Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Quand un moteur se met à tourner bizarrement, une question revient très vite. Comment réparer un tuyau sous vide, ou plus précisément, comment identifier, réparer provisoirement et remplacer correctement une durite de dépression sur une voiture? Si votre ralenti fait le yo-yo, si vous entendez un sifflement discret près du moteur, si votre voiture consomme plus que d'habitude, si elle manque de puissance ou si le voyant moteur s'allume sans prévenir, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'un simple petit tuyau fissuré peut vous faire croire à une grosse panne coûteuse, alors qu'avec les bons gestes, un peu de méthode et quelques précautions, on peut souvent résoudre le problème proprement, rapidement et sans changer des pièces au hasard. Je vais vous montrer comment je raisonne, ce que je vérifie d'abord, comment je fais la différence entre une réparation temporaire et une vraie réparation durable, et surtout comment éviter l'erreur classique qui consiste à boucher n'importe quoi ou à monter une durite au mauvais diamètre, ce qui peut créer une panne encore plus agaçante que celle du départ. Avant de toucher quoi que ce soit, je vous rappelle une chose très importante. Le circuit de dépression d'une voiture n'est pas un simple détail. Sur beaucoup de véhicules, il peut servir au servo-frein, à la commande de turbo, à la ventilation, à certaines électrovannes, au régulateur de pression, à la vanne EGR ou à d'autres organes selon le moteur. Donc je travaille calmement, moteur coupé quand je manipule, moteur froid autant que possible, et je ne débranche jamais un tuyau au hasard sans comprendre où il va. La première chose que je fais, c'est écouter la voiture. Un tuyau sous vide, qu'on appelle souvent une durite de dépression, fonctionne grâce à une aspiration créée par le moteur ou par une pompe à vide. Quand tout est étanche, cette aspiration reste stable et les organes commandés réagissent correctement. Quand le tuyau est craquelé, coupé, poreux, mal emmanché ou desserré, l'air entre là où il ne devrait pas entrer. Résultat, le calculateur peut recevoir des informations faussées, le mélange air-carburant peut devenir trop pauvre, le turbo peut ne plus être piloté comme prévu, le freinage assisté peut devenir moins efficace sur certains montages et le moteur peut se mettre à tourner de manière irrégulière. C'est pour ça qu'un petit bout de caoutchouc de quelques euros peut donner l'impression que le moteur, l'injection, le débitmètre ou même le turbo sont en train de lâcher. Quand j'ouvre le capot, je ne commence pas par démonter tout le moteur, je commence par regarder. Je suis le chemin des tuyaux fins, généralement noirs, parfois gainés, parfois rigides sur une partie et souples aux extrémités. Je regarde les coudes, parce que les coudes craquent souvent. Je regarde les extrémités, parce que le caoutchouc se fend autour des raccords. Je regarde les zones proches de la chaleur, près du collecteur, du turbo, de la vanne EGR ou d'un radiateur, parce que la chaleur durcit le caoutchouc. Je regarde aussi les endroits où la durite frotte contre une arête, une patte métallique ou une autre pièce, parce qu'une vibration répétée peut user le tuyau jusqu'à faire un petit trou invisible au premier coup d'œil. Très souvent, le problème n'est pas spectaculaire. On ne voit pas forcément une grande coupure ouverte. On voit plutôt une micro-fissure, une surface blanchie, un tuyau devenu dur comme du plastique, un embout qui tourne trop facilement sur son raccord, ou une partie qui s'écrase quand on la pince légèrement. Si je vois que le tuyau est gras, je ne me dis pas tout de suite qu'il est mort, mais je nettoie la zone avec un chiffon, parce que l'huile et la poussière peuvent cacher une fissure. Je ne tire pas violemment sur les durites, parce qu'un raccord ancien peut casser, surtout sur les électrovannes en plastique. Je les manipule avec patience, en les faisant tourner doucement avant de les retirer. Ensuite, je confirme la panne. Une bonne réparation commence toujours par un diagnostic. Si j'entends un sifflement, je peux localiser la zone en approchant l'oreille, mais sans mettre les doigts près des pièces en mouvement si le moteur tourne. Je peux aussi utiliser un petit morceau de tuyau comme stéthoscope artisanal, une extrémité près de mon oreille et l'autre que je déplace autour des raccords, toujours avec une grande prudence. Quand il y a une fuite de dépression, le bruit peut changer dès qu'on approche de la fissure. Sur certains moteurs, le ralenti réagit lorsqu'on bouge très légèrement la durite défectueuse. Attention, je ne conseille pas de pulvériser n'importe quel produit inflammable dans le compartiment moteur comme on le voit parfois, parce que c'est risqué, surtout près d'un collecteur chaud, d'un alternateur ou d'un câble d'allumage. Si je veux faire un test propre, j'utilise plutôt un appareil de fumée adapté à l'automobile
ou je passe par une méthode visuelle et mécanique. La fumée est très pratique parce qu'elle sort précisément à l'endroit où l'air passe. Mais même sans machine, on peut déjà trouver beaucoup de fuites avec les yeux, les doigts et la logique du circuit. Je vérifie aussi les colliers, les petits raccords en T, les clapets anti-retour et les embouts. Il arrive souvent qu'on accuse le tuyau alors que c'est le petit raccord en plastique qui est fendu. Dans ce cas, changer uniquement la durite ne suffit pas. Il faut remplacer la pièce cassée, sinon la fuite revient immédiatement. Quand j'ai trouvé le tuyau en cause, je me pose la question essentielle. Est-ce que je le répare provisoirement pour rentrer ou est-ce que je le remplace vraiment ? Pour moi, une durite de dépression fissurée ne devrait pas être réparée avec du ruban comme solution définitive. Le ruban peut dépanner, mais il vieillit mal avec la chaleur, l'huile et la dépression. Il peut se décoller, se ramollir, laisser passer l'air, ou même masquer une durite qui continue de se fissurer sous la bande. La vraie réparation, c'est le remplacement par une durite adaptée au bon diamètre, à la bonne résistance thermique et, si nécessaire, compatible avec les vapeurs d'huile. Il faut bien comprendre que tous les tuyaux ne se valent pas. Un tuyau quelconque trop souple peut s'écraser sous la dépression. Un tuyau trop rigide peut se déboîter ou casser un raccord. Un tuyau au mauvais diamètre peut sembler tenir au montage, puis se mettre à fuir dès que le moteur bouge. Un tuyau non prévu pour la chaleur peut durcir en quelques semaines et la panne reviendra. Donc, avant de couper, je mesure. Je regarde le diamètre intérieur de l'ancienne durite, pas seulement le diamètre extérieur. Je compare avec la pièce d'origine si je l'ai, ou je consulte les indications du véhicule si nécessaire. Quand je n'ai pas la mesure inscrite, j'utilise un pied à coulisse sur le raccord ou sur une section saine du tuyau et je choisis une durite qui s'emmanche fermement sans forcer comme un malade. Elle doit tenir par serrage naturel et selon le montage, un petit collier adapté peut sécuriser l'ensemble, mais il ne faut pas écraser la durite avec un collier trop agressif. Si la durite d'origine est préformée, avec un coude précis, je fais attention. Remplacer un coude moulé par un tuyau droit plié peut créer un pincement, et un tuyau pincé, même neuf, peut empêcher la dépression de passer. Dans ce cas, il vaut mieux trouver une durite préformée, utiliser un coude compatible ou faire un chemin un peu plus long avec un rayon de courbure large, sans tension et sans contact avec une zone chaude. Pour retirer l'ancienne durite, je commence moteur coupé et clé retirée. Je repère son chemin exact. Si j'ai un doute, je prends une photo avant de démonter. C'est tout simple, mais ça évite de se retrouver avec deux sorties identiques et une hésitation au remontage. Je regarde de quel côté elle est branchée, si elle passe sous une gaine, si elle est attachée par un clip, si elle traverse près d'une courroie ou d'un ventilateur. Ensuite, je retire la durite doucement. Si l'extrémité est collée par le temps, je la fais tourner légèrement pour décoller le caoutchouc. Si elle se déchire et laisse un morceau sur le raccord, je l'enlève avec précaution sans rayer le plastique ou le métal. Je nettoie le raccord avec un chiffon propre. Je vérifie qu'il n'est pas bouché, cassé ou ovalisé. Une durite neuve sur un embout sale ou cassé ne fera pas une bonne étanchéité. Quand je coupe la nouvelle durite, je ne la coupe pas trop courte. Une durite trop courte tire sur les raccords quand le moteur bouge. Le moteur n'est pas immobile, il bascule légèrement à l'accélération et cette petite tension finit par créer une fuite. Je garde donc une longueur suffisante pour que le tuyau suive un chemin naturel. Je coupe droit avec une lame propre pour avoir une extrémité nette. Une coupe en biais peut réduire la surface de contact et favoriser une fuite. J'emmanche la durite jusqu'au fond du raccord, mais sans forcer au point de casser l'embout. Si j'utilise un collier, je le place derrière le bourrelet du raccord quand il y en a un, et je serre juste ce qu'il faut. Le but est de tenir et d'étancher, pas d'étrangler le tuyau. Ensuite, je fais passer la durite loin des arêtes coupantes, loin des parties brûlantes, loin des pièces mobiles. Si elle doit passer près d'une zone chaude, je remets la gaine thermique d'origine où j'ajoute une protection adaptée. Je fixe proprement avec des clips ou des colliers souples sans tirer. Une durite qui pend peut frotter. Une durite trop serrée
peut se couper. C'est un petit détail, mais c'est souvent ce qui fait la différence entre une réparation qui tient 2 jours et une réparation qui tient des années. Maintenant, parlons du dépannage temporaire, parce que je sais très bien que certains d'entre vous regarderont cette vidéo parce qu'ils sont coincés loin de chez eux avec un ralenti instable ou une perte de puissance. Si la fuite est sur une petite durite de commande non critique et que le but est seulement de rentrer tranquillement, on peut parfois faire une réparation provisoire. Je dis bien provisoire. Si le tuyau est légèrement fendu à son extrémité, la meilleure solution d'urgence peut être de couper la partie abîmée et de réemmancher la durite, à condition qu'il reste assez de longueur et que la durite ne soit pas tendue. C'est souvent plus propre que d'enrouler du ruban sur une fissure. Si la coupure est au milieu, on peut utiliser un petit raccord droit du bon diamètre pour joindre 2 sections saines ou remplacer provisoirement le morceau abîmé par une durite compatible. Le ruban auto-amalgamant peut aider dans certains cas parce qu'il se colle sur lui-même et forme une gaine plus étanche qu'un ruban classique, mais je ne le considère pas comme une réparation définitive. Le ruban isolant électrique, lui, je l'évite autant que possible dans un compartiment moteur, parce qu'avec la chaleur, il glisse, il colle partout et l'étanchéité n'est pas fiable. Et je le répète, si la durite concerne le cerveau-frein ou un organe essentiel à la sécurité, je ne bricole pas. Une assistance de freinage qui disparaît ou devient irrégulière, ce n'est pas une petite gêne, c'est un risque. Dans ce cas, je remplace correctement la durite, le clapet et les raccords si nécessaire, et je teste le freinage dans un endroit sûr avant de reprendre la route normalement. Une fois la durite remplacée, je ne referme pas le capot en me disant que c'est fini. Je vérifie. Je démarre le moteur, j'écoute le ralenti, je regarde si le tuyau reste bien en place, je vérifie qu'il ne se pince pas quand le moteur vibre. Je donne quelques petits coups d'accélérateur et j'observe si la durite bouge anormalement. Si j'avais un voyant moteur, je ne suppose pas qu'il disparaîtra toujours instantanément. Le calculateur peut garder un défaut mémorisé. Avec un lecteur OBD, je peux lire les codes, les effacer après réparation, puis refaire un essai pour voir s'ils reviennent. Si un code revient immédiatement, c'est que la fuite n'était peut-être pas la seule cause, ou que j'ai encore un problème ailleurs dans le circuit. Sur un moteur essence, une fuite de dépression peut créer des codes liés au mélange pauvre, au ralenti ou au capteur de pression. Sur un diesel, elle peut plutôt perturber les commandes pneumatiques, comme certaines géométries variables de turbo ou certaines vannes selon les modèles. Mais la logique reste la même, pas d'étanchéité, pas de commande fiable. Je fais aussi un test de sensation au freinage si la durite touchée est liée au cerveau-frein. Moteur coupé, on peut appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour vider l'assistance. La pédale devient plus dure, puis quand on démarre, elle doit généralement s'enfoncer légèrement si l'assistance fonctionne. Ce test donne une indication, mais il ne remplace pas une inspection complète. Si la pédale reste anormalement dure, si le moteur change de régime quand j'appuie sur le frein, ou si j'entends un sifflement au niveau du master vac ou du clapet, je ne continue pas à rouler comme si de rien n'était. Je cherche la fuite ou je fais contrôler le système parce que le freinage est prioritaire. Je veux aussi vous parler d'une erreur que je vois souvent. Remplacer une seule petite section de tuyau alors que toutes les durites autour sont du même âge et dans le même état. Si une durite vient de craquer parce qu'elle est cuite par la chaleur et le temps, il y a de fortes chances que les autres ne soient pas loin derrière. Quand je suis déjà dans le compartiment moteur et que l'accès est correct, je préfère inspecter tout le réseau de dépression. Je pince légèrement chaque durite, je cherche les parties dures, cassantes, molles ou gonflées. Une durite en bon état doit rester souple sans être spongieuse, elle ne doit pas se fissurer quand on la plie légèrement et elle doit revenir en forme. Si elle laisse des traces noires sur les doigts, si elle se fendille partout, si elle est plate à certains endroits, je prévois de la remplacer. Ce n'est pas forcément un gros budget, mais ça peut éviter beaucoup de diagnostics inutiles. Il faut aussi respecter le sens des clapets anti-retour. Certains circuits ont une petite pièce qui laisse passer l'air dans un sens et pas dans l'autre. Si on la remonte à l'envers, le circuit ne fonctionne plus correctement, même avec des durites neuves. Avant de démonter, je regarde donc le sens de la flèche ou la position d'origine. Si je souffle dedans pour tester, je le fais proprement ou avec une pompe manuelle et je vérifie que l'air passe dans un sens et se bloque dans l'autre. Si le clapet laisse passer dans les deux sens ou ne laisse rien passer du tout alors qu'il devrait, il est suspect. Un autre point important, c'est la pompe à vide sur certains moteurs, surtout diesel.
Parfois, on remplace les tuyaux, mais la dépression reste faible parce que la pompe, un raccord ou un joint fuit. Là, une pompe à dépression manuelle avec manomètre peut aider. On branche sur une section du circuit, on crée une dépression et on regarde si elle tient. Si l'aiguille redescend, il y a une fuite dans la section testée. On avance par morceaux, du plus simple au plus complexe, pour isoler la zone. C'est une méthode propre, rationnelle, et ça évite de tout changer au hasard. Quand je travaille sur ces tuyaux, je fais aussi attention aux petits embouts des électrovannes. Ils sont souvent fragiles. Si on tire en travers, on peut casser le téton plastique. Et là, la réparation devient plus chère. Je préfère prendre 2 minutes de plus et retirer la durite proprement que gagner 10 secondes et casser une électrovanne. Si une durite est vraiment soudée par l'âge, je peux couper l'extrémité de la durite dans le sens de la longueur, très délicatement, pour libérer le raccord sans tirer. Je sacrifie l'ancienne durite, de toute façon elle est à remplacer, mais je sauve la pièce sur laquelle elle est branchée. Lors du remontage, je n'ajoute pas de colle au hasard. Une durite de dépression bien choisie n'a normalement pas besoin de colle. La colle peut boucher un passage, attaquer le caoutchouc, rendre un futur démontage impossible ou créer des morceaux qui se détachent. Je n'utilise pas non plus de pâte à joint sur un raccord de petite dépression. Si ça ne tient pas, c'est que le diamètre, le raccord ou la durite n'est pas bon. Il faut corriger la cause, pas maquiller le symptôme. Pour ceux qui veulent une réparation vraiment propre, je conseille de remplacer les petites pièces fatiguées en même temps. Raccord en T, manchon, clapet, collier et gaine de protection quand ils sont cuits. On peut garder le cheminement d'origine parce que les ingénieurs l'ont prévu pour éviter la chaleur et les mouvements. Si on modifie le passage, il faut s'assurer que rien ne touche, rien ne tire, rien ne se pince et que le capot ne vient pas écraser la durite une fois fermée. Oui, ça paraît évident, mais j'ai déjà vu des pannes revenir juste parce qu'un tuyau neuf, mal placé, se retrouvait comprimé sous un cache moteur. Alors je remonte les caches seulement après une vérification visuelle complète. Je prends aussi le temps de comparer les symptômes avant et après. Avant, le ralenti tremblait, le moteur sifflait, la voiture avait un trou à l'accélération où le freinage était moins assisté. Après, je veux un ralenti plus stable, plus de sifflement, une réponse moteur plus cohérente et aucun tuyau qui se déboîte. Si le moteur était très perturbé par la fuite, il peut lui falloir quelques minutes ou quelques kilomètres pour que les adaptations reviennent à la normale, surtout après effacement des défauts. Mais une fuite franche doit se sentir rapidement dans le comportement. Si rien ne change, je ne m'énerve pas. Je reprends le diagnostic. Peut-être que j'ai réparé une fissure réelle, mais qu'il y en a une deuxième. Peut-être que le joint d'admission fuit. Peut-être qu'un bouchon de prise de dépression est absent. Peut-être qu'un capteur ou une électrovanne a un problème électrique. Une durite fissurée peut être une cause, mais le bon mécanicien amateur doit rester humble. Il observe, il teste, il confirme. Pendant que je suis sur le sujet, je vais vous donner ma façon de reconnaître une durite vraiment morte. Si je la plie doucement et que des craquelures apparaissent comme une peau sèche, elle est à remplacer. Si elle est brillante, collante ou gonflée, elle a probablement été attaquée par l'huile ou un produit, et elle est à remplacer. Si elle est dure comme un stylo, elle n'assure plus une bonne étanchéité sur les raccords. Si elle est plate ou écrasée, elle peut limiter le passage. Si l'extrémité est fendue, je peux parfois la raccourcir pour dépanner, mais si tout le tuyau a le même aspect, je le remplace entièrement. Si elle se déboîte trop facilement, soit elle est détendue, soit le diamètre n'est pas bon, soit le raccord est usé. Dans tous les cas, je ne me contente pas de la remettre et d'espérer. La dépression, c'est une question d'étanchéité. Une fuite minuscule peut suffire à perturber un circuit. Et sur certains moteurs, une fuite qui semble minuscule à l'arrêt devient plus importante avec la chaleur, les vibrations et les variations de charge. Voilà pourquoi une voiture peut marcher correctement à froid, puis mal à chaud ou inversement. Le caoutchouc change de comportement avec la température. Une fissure peut s'ouvrir quand le moteur bouge. Un tuyau peut tenir au ralenti et se déboîter sous une accélération. C'est pour ça que je teste aussi après un petit essai routier prudent. Je roule calmement, j'écoute, je vérifie les accélérations légères, je reviens, j'ouvre le capot et je contrôle encore une fois que tout est en place. Si tout est sec, stable et silencieux, là je peux considérer la réparation comme réussie. Je sais que certains vont me demander en commentaire « Didier, est-ce que je peux rouler avec une fuite de tuyaux sous vide ?» Ma réponse est simple. Ça dépend du circuit.
Mais ce n'est jamais une bonne idée de laisser traîner. Si c'est une petite fuite qui perturbe seulement le ralenti, vous risquez une consommation plus élevée, un moteur qui tourne pauvre, un contrôle technique compliqué et une panne qui empire. Si c'est lié au turbo, vous pouvez avoir une voiture molle, des à-coups, un mode dégradé ou une pression mal contrôlée. Si c'est lié au freinage, il faut s'arrêter de considérer ça comme un petit souci et réparer correctement avant de reprendre une conduite normale. Le problème des fuites de dépression, c'est qu'elles sont parfois intermittentes. On s'habitue aux symptômes, on se dit que la voiture est vieille, puis un jour la durite lâche complètement. Alors mon conseil, c'est de traiter la cause dès qu'elle est identifiée. Ce n'est pas la réparation la plus impressionnante du monde, ce n'est pas celle qui fait le plus de bruit, mais c'est exactement le genre de petit entretien qui garde une voiture fiable. Si vous faites cette intervention vous-même, prenez votre temps et travaillez méthodiquement. Ne débranchez pas 3 tuyaux en même temps sans repère. Ne mélangez pas les diamètres. Ne supprimez pas un clapet parce qu'il vous gêne. Ne condamnez pas une prise de dépression sans savoir à quoi elle sert. Ne faites pas passer une durite contre une pièce chaude parce que c'est plus court. Ne serrez pas un collier jusqu'à couper le caoutchouc. Et surtout, ne transformez pas une réparation simple en panne compliquée par précipitation. Je préfère passer 15 minutes à observer et 5 minutes à remplacer que 5 minutes à arracher et 2 heures à chercher où ça se rebranche. Une astuce que j'utilise souvent, c'est de remplacer une durite à la fois. J'enlève l'ancienne, je coupe la nouvelle à la bonne longueur, je la remonte, puis je passe à la suivante. Comme ça, je ne perds jamais le schéma du circuit. Si je dois remplacer plusieurs tuyaux d'un coup, je prends des photos sous différents angles. Avec les téléphones d'aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. Une photo avant démontage peut sauver la journée. Pour finir cette intervention, je fais un dernier contrôle général. Je vérifie que tous les raccords sont bien emboîtés, que les colliers sont en place, que les durites ne touchent pas une poulie, une courroie, un ventilateur ou un collecteur, que les caches moteurs ne coincent rien et que je n'ai pas oublié un outil dans le compartiment. Je démarre, j'écoute, je laisse tourner, je coupe, je redémarre. Si tout est normal, je fais un essai bref, puis je reviens contrôler. C'est seulement après ça que je considère que le travail est terminé. Et si vous avez fait la réparation en même temps que moi, vous venez d'apprendre quelque chose de très utile. Une panne automobile n'est pas toujours une grosse pièce électronique ou un composant hors de prix. Parfois, c'est une petite fuite d'air dans une durite que personne ne regarde. Savoir la repérer, la remplacer proprement et tester le résultat, c'est gagner en autonomie, économiser de l'argent et mieux comprendre sa voiture. Moi, ce que j'aime dans ce genre de réparation, c'est qu'elle oblige à écouter la mécanique. Un moteur nous parle avec son ralenti, ses sifflements, ses vibrations, ses réactions. Une durite de dépression en mauvais état, c'est un petit message qu'il faut savoir entendre avant qu'il ne devienne un gros problème. Alors prenez soin de vos tuyaux, vérifiez-les de temps en temps, surtout sur une voiture qui a quelques années, et n'attendez pas que le voyant moteur ou une perte de freinage vous force à agir. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment diagnostiquer et réparer un tuyau sous vide, faites-le proprement, prudemment, et souvenez-vous que la meilleure réparation n'est pas celle qui cache la fissure, c'est celle qui rétablit une étanchéité fiable, durable et sécurisée. Ici Didier Manson, je vous laisse retourner à votre moteur avec un œil plus attentif et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle intervention automobile claire, pratique et sans panique.